L'armée irakienne contrôle donc à nouveau définitivement Mossoul, c'est ce qu'indique le Premier ministre Haïder al-Abadi. On en parle avec à mes côtés Caroline Galacteros, géopolitologue spécialiste de la société de conseil Planeting, avec aussi Gérard Chalian, spécialiste de l'étude des conflits armés, des relations internationales et stratégiques. Vous êtes l'auteur de Pourquoi perd-on la guerre? Un nouvel art occidental, c'est paru aux éditions Odile Jacob l'année dernière. Wassim Nass, journaliste à France 24, spécialiste des réseaux djihadistes notamment et auteur d'État islamique, le fait accompli, c'est chez Plomb. Et puis enfin, Mathieu Mabin, grand reporter à France 24. Vous avez couvert de nombreux conflits et notamment, bien sûr, les différentes étapes de cette reprise de Mossoul. Mathieu. Gérard Chalian, pour peut-être clore le chapitre consacré à cette ville de Mossoul en tant que telle, et donc l'après, maintenant qu'est proclamée donc la reprise de Mossoul, reste encore à voir, bien sûr, si il n'y aura pas de nouveaux combats dans la proximité immédiate de la ville. Toujours est-il que se pose maintenant la question de savoir si c'est Bagdad qui directement sera en mesure d'administrer Mossoul quand on connaît les tensions confessionnelles. En tout cas, Bagdad est bien décidé à contrôler Mossoul. Ça, c'est certain. Il n'est pas question pour eux d'avoir payé le prix qu'ils ont payé pour l'occuper, pour laisser ça entre les mains de qui que ce soit. Donc, ils vont faire ce qu'il faut pour, disons, établir ce qu'ils estiment être les institutions qui les servent. En arrière-fond, il y a une partie de bras de fer entre les Iraniens et les Américains. Les Iraniens veulent continuer à contrôler en définitive une bonne partie de l'Irak à travers leurs milices. Les Américains n'ont pas du tout l'intention d'évacuer les 6000 hommes et même plus dont ils disposent sur place. Ils vont continuer à former l'armée. Ils veulent absolument que M. Abadi ait un minimum de liberté d'action. Donc on a affaire à une partie extrêmement compliquée dans laquelle les Kurdes viennent encore compliquer l'affaire en lançant pour le 25 septembre un référendum pour l'indépendance. Est-ce que les Américains sont favorables à cette indépendance? Pour l'instant, la réponse est non. Les Américains veulent maintenir un Irak aussi uni que possible parce que si on commence à défaire l'Irak, qu'est-ce qu'on va faire exactement en Syrie où la situation est infiniment plus complexe? Donc il y a une foule de questions qui se posent et qui vont se poser de façon violente. Non pas qu'ils vont faire la guerre, mais enfin il va y avoir quand même des tensions considérables. Et tout ça se joue entre maintenant et le mois d'octobre. Mathieu, aux sources de cette guerre, celle que vit actuellement, celle que vient de vivre la ville de Mossoul et celle que vit une partie de la Syrie, il y a des tensions confessionnelles nées notamment de la deuxième guerre d'Irak au début des années 2000. Aujourd'hui, les habitants de Mossoul, la majorité sunnite, sont-ils prêts à se voir administrer par une armée dont la plupart des membres sont chiites et répondent à un pouvoir chiite aujourd'hui à Bagdad? C'est toute la question autour de l'utilisation du mot libération de Mossoul. Mossoul a été libéré de quoi en réalité? On se souvient de l'arrivée de l'organisation État islamique dans Mossoul. Ça n'a pas été une conquête, ça n'a pas été une conquête militaire. L'organisation État islamique a tiré 3 cartouches pour prendre la ville de Mossoul. Et il a été très difficile pour nous, à mesure qu'on s'enfonçait dans la bataille de Mossoul, de déterminer quelle était la part de bienveillance de la population à l'égard de l'organisation État islamique et quelle était la part subie. Évidemment que lorsque l'armée irakienne rentrait dans les rues de Mossoul et libérait la population leur faisait un accueil qui était d'apparence favorable. Et d'ailleurs, les militaires chiites, à 100% chiites, la totalité des officiers qui se sont emparés de Mossoul sont chiites, surjouaient cette image de libération. On sentait qu'il y avait derrière ça une volonté de communiquer et de montrer au monde que non, ce n'était pas une armée chiite qui s'emparait d'une ville sunnite pour la réduire en esclavage, comme cela avait été pourtant tant redouté par la population. Si la population était aussi timide avec les militaires irakiens, c'est qu'il y avait un vieux mythe dans Mossoul qui est entretenu par l'organisation État islamique dans des discours, dans les écoles, disant que l'armée chiite viendrait peut-être un jour pour leur couper la gorge. Ça, c'est une réalité. Et défaire ça, ça va être extrêmement compliqué.
ça a été une première surprise pour la population de Mossoul de voir qu'il n'y avait pas d'exécution sommaire comme ça l'avait été promis par les djihadistes. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a un ressentiment des militaires irakiens, même dissimulé face à nous. Ils ne le formulent pas, mais il y a un ressentiment des militaires irakiens à l'endroit de la population de Mossoul, qui est considéré comme ayant clairement collaboré avec l'organisation État islamique. Il faudra beaucoup de temps, certainement, pour nouer le dialogue. Et puis surtout, il faudra garder Mossoul sous monitoring. Il n'est pas question que la communauté internationale détourne le regard de cette ville de Mossoul, ou alors il s'y passera des horreurs. C'est inévitable. On n'a pas encore parlé des milices chiites qui rôdent autour de la ville et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est le coup de sifflet pour rentrer dans la ville. Et là, le spectacle serait tout à fait différent de celui que nous a offert l'armée irakienne. On voit en tout cas que la libération de Mossoul provoque des scènes de liesse dans plusieurs villes d'Irak. On voit, c'est en direct la télévision irakienne. Wassim Nass, la prochaine étape, c'est à Al-Afar. Là, les milices chiites sont déjà à l'œuvre d'une certaine manière. On dit que ce qui retarde l'offensive, ce serait des désaccords politiques entre les différentes forces en présence. Finalement, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi d'ailleurs, hein? Qu'est-ce qui bloque? À Tal Afar, ça bloque parce que Tal Afar, il y avait une population chiite. Donc, une enclave chiite dans une zone plutôt sunnite, c'est ça, hein? Voilà, il y avait une partie de la ville qui était chiite et tous ces gens-là ont été virés par l'État islamique en 2014. Et Tal Afar, c'est une ville où il y a aussi des Turkmènes. Donc la Turquie veut aussi peser. Mais en tout cas, les vraies tensions politiques qui présagent un avenir assez complexe sont à Houéja. Donc Houéja, c'est cette poche qui est à l'est du Tigre, 200 000 habitants, donc juste au sud de la ville de Kirkouk. Pourquoi? Parce que ça concentre, c'est un concentré de l'Irak. Kirkouk, c'est une ville réclamée par les Kurdes depuis des décennies, depuis la fin de la première guerre du Golfe. C'est une ville pétrolière. Kirkouk, je le dis dans mon livre que vous avez cité, les Peshmerga ont pris Kirkouk en 2014, ont viré l'armée irakienne à l'aune de la prise de Mossoul par les djihadistes. Donc, ils n'ont pas fait de cadeau à l'armée irakienne pour des bandades. Ils ont pris Kirkouk de leur côté. Voilà. Les incursions des djihadistes à Kirkouk aujourd'hui se font parce qu'il y a un corridor à peu près 2 km qui est laissé vide parce que les milices chiites turkmènes de la Révolution populaire veulent rester loin des Peshmerga pour ne pas se friter. Et tous les 2-3 mois, ils se fritent, en fait. Et c'est comme ça que les djihadistes ont réussi à rentrer, à mener des combats pendant 4 jours dans les rues de Kirkouk. Donc cette poche de Houéja concentre tous les problèmes politiques entre Bagdad, Erbil, chiites, sunnites. Et on voit que cette poche laissée de côté aujourd'hui, et comme Tal Afar, ça veut dire les solutions qui seraient éventuellement trouvées pour ces zones-là pourront déterminer l'avenir qu'on pourra imaginer pour l'Irak. Mais en tout cas, ça veut dire il faut essayer aussi d'imaginer que la frontière n'existe plus. Ce n'est pas que pour l'État islamique. C'est aussi pour le PKK kurde qui allait se battre à Sinjar. C'est aussi pour les milices chiites qui se battent à Damas même depuis 2012. Du côté du régime syrien. Ça veut dire que ça n'avait pas encore éclaté en Irak. C'est 2 ans après que ça éclate en Irak. Donc il faut essayer d'imaginer ce théâtre-là, ce théâtre de guerre, comme une seule zone où les frontières ne comptent plus et où les acteurs locaux, régionaux, comme l'Iran, comme la Turquie et comme les pays de la région ont le dernier mot. Ce n'est plus aujourd'hui les puissances occidentales qui arrivent à déterminer ce qui va se passer dans ces zones-là, d'où le pari, comme ça a été dit, des Américains, de parier sur Abadi. Mais sans oublier quand même que Abadi, pendant la guerre Irak-Iran, était du côté de l'Iran. D'où aussi, alors on va reparler du rôle de l'Iran, mais d'où aussi peut-être les ambitions kurdes qui, ayant accru considérablement leur territoire avec cette guerre, eh bien, se sont poussés des ailes. Il y a ce référendum prévu en septembre d'autodétermination. Comment voyez-vous les choses? Est-ce que c'est un risque aujourd'hui, ce référendum? Écoutez, c'est un risque, je ne sais pas si c'est un risque, mais en tout cas, c'était normal que les Kurdes demandent ce référendum. Ils poussent leur avantage. C'était normal que les Kurdes poussent leur avantage et jouent leur partition. Ça veut dire, les Kurdes, comme je vous ai dit, ils ont pris Kirkouk à l'aune de la perte de Mossoul. Tous les combats qu'il y a eu entre Kurdes et chiites se sont passés dans des zones contestées avec Bagdad depuis des décennies. Ça n'a jamais franchi la frontière du Kurdistan irakien. Il faut aussi imaginer que les Kurdes aussi du Kurdistan irakien, ce n'est pas comme les Kurdes de Syrie. C'est complètement différent. Il faut se rappeler aussi, par exemple, que les premiers djihadistes en Irak étaient kurdes. Ceux qui ont accueilli Zarqawi, le père spirituel de l'État islamique actuel, ils l'ont accueilli à Halabja.
donc la zone qui a été gazée par Saddam Hussein. Donc là, on voit qu'on peut peut-être faire des parallèles avec ce qui se passe en Syrie, les gazages en Syrie, qu'est-ce que ça va donner dans 10, 20 ans. Donc, ils ont leur propre volonté qui est complètement différente de ceux du PKK, complètement différente des partis kurdes en Turquie et complètement différente des Kurdes iraniens qui ont ouvert un front contre les pastarans iraniens il y a encore quelques mois. Et donc, on voit déjà la complexité de la région. Est-ce que les Kurdes vont réussir à tirer cette indépendance? En tout cas, c'est ce qu'ils veulent. Mais je ne pense pas que Bagdad va lâcher assez facilement, ne serait-ce que sur les zones contestées et surtout Kirkouk. Caroline Galacteros, sur cette question, et puis après, je vous interrogeais sur le rôle de l'Iran. Ouais. Oui, non, mais moi, je suis... C'est merveilleux, cette description de la complexité, absolument, et de la continuité, effectivement, de l'intégration, en fait, de ce théâtre qui est à la fois très complexe, avec des micro-combats des uns contre les autres, etc., des alliances à front renversé selon les coins, selon les moments. Bon. Mais je pense aussi, notamment pour l'avenir du Kurdistan, pour ce référendum, etc. Quand on dit Bagdad ne va pas l'admettre, évidemment, mais Bagdad, tout seul, ne fait rien. Donc c'est là qu'on revient, à mon avis, vers quand même les grands verrous ou les grands accélérateurs de ce qui se passe sur ces théâtres au jour le jour entre les uns ou les autres, qui sont, à mon avis, quand même l'intervention des grandes puissances dominantes. Alors, les Américains... qui vont pas laisser la main, les Russes qui se sont mis dans le jeu maintenant, ils sont quand même assez centraux, les Turcs. On parlera de l'accord d'ailleurs entre Américains et Russes en Syrie, les accords de cessez-le-feu, mais avant cela, les deux parrains du pouvoir irakien actuel, les Américains et l'Iran, sont, on le sait, en opposition totale, ne serait-ce que sur l'accord d'ailleurs sur le nucléaire, sur lequel entend revenir Donald Trump. Est-ce que là, on n'arrive pas à un moment à un point de clarification qui va être nécessaire? Mais il y a beaucoup de points de clarification. Et notamment sur la double allégeance d'Haïdar al-Abadi dont faisait état à l'instant Wassim. Il y a beaucoup de points de clarification qui vont être nécessaires. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, que ça c'est dans un contexte actuel qui est cette fameuse crise dite du Qatar, qui est en fait une crise de réalignement de l'axe sunnite, de tentatives par les Américains de raccrocher les wagons qui s'en vont gentiment du côté iranien, comme le Qatar, mais aussi un peu... enfin bon, bref, il y a le Koweït, etc. Et de l'autre côté, un alignement des Saoudiens avec les Émiratis, etc. Donc il y a un autre jeu là qui est plus lourd. Qui simplifie les choses ou qui le complexifie? Qui le complexifie, mais pour moi, le verrou, et on vient de le voir en Syrie, c'est quand on... Parce que tout ça, c'est bien gentil, mais on ne fait pas la guerre avec des roses. On fait la guerre avec de l'argent, avec des armes, avec des moyens. Donc, qui donne tout ça? Qui fait? Qui permet? Qui autorise? Qui laisse, finalement, les choses advenir ou ne pas advenir à tel ou tel endroit? Bon, de mon point de vue, il y a quand même quelques grands acteurs là qui, tant qu'ils ne s'entendent pas, permettent au chaos régional et aux ambitions des uns et des autres de s'exercer. Ça, c'est vu en Syrie. On vient de dire qu'il y a un cessez-le-feu dans le sud-ouest syrien à partir de Pour vous, c'est la marque qu'enfin, on arrive peut-être à la fin du chaos, parce qu'il y a eu beaucoup de cessez-le-feu qui sont restés lettres mortes ou qui ont été violés par la suite. On voit bien que c'est un cessez-le-feu patronné par Moscou et Washington. On voit bien que ça s'est fait après la visite, enfin la rencontre du G20. Et toute la question pour moi, c'est manifestement Donald Trump, quels que soient ses défauts, quels que soient ses turpitudes, ses problèmes, c'est tout ce qu'on veut, il a une volonté, il a compris qu'il fallait, si on voulait arriver à une situation à peu près stabilisée sur certains fronts, s'entendre avec la Russie de manière opérationnelle, de manière concrète et partielle sur certaines choses. La question, c'est, il le veut, mais le peut-il? Et on voit bien, le début de votre journal le montrait, et on voit bien que le Russiagate continue, qu'on continue, qu'on fait tout pour entraver sa liberté de manœuvre. C'est pour moi, c'est l'évidence. Mais voilà. Gérard Chaliand, ce cessez-le-feu, pour qu'on comprenne bien, c'est en gros les Américains acceptent de maintenir Bachar el-Assad en place, ça c'est sûr, mais en tout cas de maintenir les positions de son armée, en échange de quoi on freine la progression du Hezbollah qui cherche à établir une forme de couloir, de corridor terrestre entre Téhéran et Beyrouth. Entre autres. Oui. Enfin, si on veut rester, si vous voulez, dans le général, et non pas se perdre dans la complexité extrême de la situation, on peut dire que sur les 5 dernières années, les Américains, jusqu'à
la venue de M. Trump ont été extrêmement mesurés sur le front du Moyen-Orient. Les Russes en ont profité. Bachar en a indirectement profité. Le grand vainqueur jusqu'à maintenant, c'est l'Iran. L'Iran se trouve dans une meilleure position aujourd'hui qu'il y a 5 ans, c'est indiscutable. Donc la partie de bras de fer, si vous voulez, macro, c'est quand même entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis ne veulent pas d'un Iran qui régirait d'une façon générale le Proche-Orient. Voilà. Alors on va voir exactement ce que vont faire les gens comme Mattis, comme les généraux McMaster, etc., qui sont très anti-iraniens, et de façon à ce qu'ils puissent tirer vers eux le régime de Bagdad autant que faire se peut. La partie n'est pas gagnée du tout. C'est très compliqué. Les Persans sont des gens... Et la Russie, quel est son intérêt? Est-ce que c'est vraiment de conforter l'Iran ou c'est un peu moins simple qu'on croit? La Russie, elle joue son propre jeu. Hein. Elle se sert de l'Iran quand ça lui est utile. Elle se sert des États-Unis lorsqu'elle pense que c'est bon. Ils acceptent de jouer le jeu de l'alliance circonstancielle avec les Turcs, qu'ils détestent finalement. Bon, donc chacun joue son jeu de façon extrêmement circonstancielle. Mais comment vous comprenez-vous ce cessez-le-feu dans le sud de la Syrie? Est-ce qu'il faut y voir finalement un cessez-le-feu différent des trêves auxquelles on a assisté jusqu'à présent et qui n'ont jamais tenu, il faut le dire? Ce ne sera pas un qui va durer très longtemps non plus. Ce qu'il faut aussi quand même rappeler, c'est que dans toute cette affaire, l'État islamique est en perte de vitesse militaire sur le plan local. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître. Bon, ces gens vont se remettre ailleurs. Ils ont des capacités de nuisance considérables. Il ne manque pas ni d'argent, ni de troupes. C'est pas fini. Ni d'imagination. D'accord. Ceci dit, in fine, ils vont nulle part. Il faut quand même le rappeler. Ils ne vont nulle part. Ils vont prendre le pouvoir dans aucun pays. C'est quand même une bande de types qui vont faire énormément de dégâts, mais très peu de réussite. Oui, mais on les voit en Afghanistan, on les voit aux Philippines, on les voit dans des endroits où on ne s'attendait pas à les voir. D'accord. On ne les voyait pas jusqu'ici. Un signaler intéressant que, par exemple, M. Poutine, lui, aide les talibans contre l'État islamique. C'est ce que j'appelle une position cohérente. Oui, mais oui. Cohérent. Il les arme, il les aide. Oui. En revanche, il est moins content quand on aide le front Al-Nosra contre l'État islamique. D'accord. Non, je sais pas. Enfin, Bah oui, mais enfin, c'est pas toujours très cohérent. Mais... Al-Nosra, c'est quand même pas des anges. Non, mais les talibans non plus. Si on se place juste sur le point de vue de la morale, dans ce cas-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de morale. Non, mais il n'y a aucune morale. Non, mais il n'y a aucune morale là-dedans. Il y a un opportunisme total. Il y a le sens du moment. Non, mais il faut dire quand même que personne n'aide le front Al-Nosra. Ça, pas Al-Nosra, personne n'aide le front Al-Nosra. Il y a eu des aides pour contrer l'État islamique, parce que il faut se rappeler quand même que la guerre contre l'État islamique n'a pas commencé en septembre 2014. La guerre contre l'État islamique a commencé en 2013, dès que les gens ont compris, à défaut des commentateurs, les décideurs ont compris qu'il y avait un vrai danger. Donc ils ont essayé de commencer à retourner les factions rebelles syriennes en leur disant: arrêtez de voter contre Assad, battez-vous contre l'État islamique. Et c'était, pour l'anecdote, des financements saoudiens qui finançaient ces rebelles syriens, qui n'ont pas réussi finalement. Donc du coup, les Occidentaux étaient obligés de rentrer dans le jeu. C'est pour ça qu'on ne sera pas étonné de voir l'organisation État islamique retourner à son état initial, qui est la clandestinité. Oui. Finalement, l'organisation État islamique structurée et matérialisée était une anomalie. Nous avons eu vis-à-vis d'Al-Nosra quand même plus qu'une complaisance. Je suis désolée, mais Al-Nosra fait du bon boulot. On l'a quand même pas oublié. On l'a bien entendu. Il l'a jamais dit, le pauvre. Si. Non, il l'a jamais dit, Fabrice. Non, il l'a jamais dit. Il a dit ce que des chefs rebelles syriens lui ont dit. Il a dit, les chefs rebelles syriens ont dit que Al-Nosra fait du bon boulot. Oui, et alors, quand on est ministre des Affaires étrangères français, on reprend ce genre de choses? Non, c'est un vrai problème. Mathieu Mabin, ces Occidentaux partis faire le djihad et qui aujourd'hui se retrouvent à Mossoul ou ailleurs, ou à Raqqa, en déroute, il faut s'attendre à les voir revenir ou partir sur d'autres fronts, les Philippines, l'Afghanistan, des pays qu'on vient d'évoquer? Il faut poser la question aux experts. Et on va se tourner vers Wassim. Ce qu'il faut essayer d'imaginer, parce que la question se pose souvent. En tout cas, pour les revenants, il n'y aura pas de revenants. Il n'y aura pas de revenants occidentaux.
ils vont mourir sur place. Voilà, ça c'est d'un côté. Et le travail a largement commencé. Mais... D'un autre côté, ceux qui reviennent sont toujours répertoriés, toujours mis en prison. On n'est plus dans la même conjoncture de la guerre de Bosnie, où les djihadistes étaient du bon côté, donc ils revenaient chez eux tranquilles, le temps qu'ils fassent des choses comme le gang de Roubaix, ou la période afghane, où les djihadistes en Afghanistan étaient du côté des gentils, ils revenaient chez eux tranquilles. Ceux qui vont poser problème sont ceux des pays du Sud. Donc les revenants indonésiens, tunisiens, algériens, ils sont par milliers. Personne ne fait le décompte. Ça va poser problème. Ils vont créer des problèmes chez eux. Et d'un autre côté, deuxième volet, l'État islamique n'est pas dans une situation de « je me replie en Libye, je me replie au Yémen ». Il a planté, il s'est planté dans tous ces pays. Ça veut dire, pour juste donner un exemple, pour la Libye, il a envoyé un qui était un de ses plus grands chefs religieux dès 2013 à Sirte. Donc Ben Ali, qui est un Bahreïni, qui a été tué par la coalition il y a quelques semaines. Un des bras droits de Baghdadi, Anbari, a été envoyé en 2014, un Irakien, qui était Walid de Salah ad-Din, gouverneur, jusqu'en Libye. Je ne sais pas comment ils ont fait, pour gérer la situation là-bas. Et à chaque fois, Afghanistan, pareil. Afghanistan, ceux qui les ont aidés, c'est un ancien de Guantanamo, qui a planté l'État islamique là-bas. À chaque fois, ils s'ancrent sur des dynamiques locales. Donc, ils sont dans une logique d'expansion et pas de repli. Donc, si on regarde, on voit l'État islamique en Irak, donc l'ancêtre de l'actuel, c'est quelques centaines d'hommes dans le désert d'Anbar. Donc, un groupe d'insurrection locale. Aujourd'hui, il a réussi à exporter son idéologie dans plusieurs points dans le monde. C'est comme ça qu'il faut essayer de regarder la chose. Merci beaucoup, Wassim Nasr. Merci également à Caroline Galacteros, à Gérard Chalian et à Mathieu Mabin d'avoir débattu après donc, cette chute annoncée de Mossoul. Restez avec nous, on en parle aussi sur les médias, comme chaque soir. Un œil sur les médias, c'est tout de suite. Voilà la victoire donc de l'armée irakienne à Mossoul. On en parle aussi sur Internet avec vous, Laure Manin, et une victoire au goût amer, c'est ce qui revient souvent dans les commentaires. Absolument. Pour France Inter, c'est même Goliath qui a finalement eu la peau de David, pas très glorieux. Donc effectivement, des dizaines de milliers de soldats irakiens, kurdes, soutenus par la coalition internationale contre une poignée de milliers de djihadistes. C'est ce que souligne la radio sur son site Internet. C'est également ce que retient l'Orient le jour, des victoires à la Pyrrhus, du nom de ce roi grec qui avait remporté des victoires très coûteuses en hommes face aux Romains. Il avait même déclaré « Si nous devons remporter une autre victoire sur les Romains, nous sommes perdus ». C'était ce qu'il avait dit à l'époque, ça a quelques milliers d'années, mais ça reste d'actualité. Une victoire arrachée au milieu des ruines, titre Libération, avec effectivement cette carte de l'Institut des Nations Unies pour l'entraînement et la recherche qui montre le centre-ville de Mossoul. Les points jaunes, orange et rouge montrent les bâtiments qui sont plus ou moins détruits, partiellement à totalement. Effectivement, c'est très important comme destruction. Mossoul libéré de Daesh, mais en ruine pour Olivier Ménégol, qui montre ces populations qui ont disparu sous les gravats. On manque surtout de frappe chirurgicale avec ce panneau d'un hôpital qui a disparu. Haïdar al-Abadi, le Premier ministre irakien, en tout cas, on a profité évidemment pour faire une opération de com en se rendant dans les rues de Mossoul. Nous sommes heureux que la vie reprenne pour les citoyens grâce au sacrifice des combattants qui ont stupéfait le monde par leur courage. Et puis une opération de communication, évidemment, ça se fait à l'international et donc également en anglais. Mais c'est la fin, surtout pour une fin modérée de l'État islamique. C'est encore la fin de l'État islamique, selon l'armée irakienne, souligne ce tweetos qui cite cet article The Economist, qui rappelle que même si l'État islamique se rapproche de sa fin, il y a encore beaucoup à faire, et d'évoquer en 2003 les Américains qui se sont un peu reposés sur leur laurier à Bagdad, laissant la place aux insurgés notamment. L'illustration, c'est qu'il y a quand même des gens qui ne sont jamais contents. Il y a quand même une coalition de grincheux entre le romantisme islamiste et le... Alors, cette victoire, en tout cas, ce n'est pas la fin des problèmes, bien sûr, pour les habitants de Mossoul eux-mêmes. Non, c'est moins qu'on puisse dire. C'est ce que souligne ce tweetos, le Premier ministre al-Abadi, qui appelle à la coexistence en Irak après avoir paradé dans les rues de Mossoul. Dans un pays comme l'Irak, c'est plus facile à dire qu'à faire, souligne-t-il. C'est également l'opinion sur France Inter d'Anthony Bélanger. Les ennuis communs, s'explique-t-il. Il y a bien sûr la question de la reconstruction qui va coûter cher, mais aussi celle de la gouvernance qui va prendre la main haute sur Mossoul. Les chiites et notamment les Iraniens sont intéressés, les
Kurdes également, qui estiment que Mossoul avait été artificiellement arabisé par Saddam Hussein, les sunnites qui y sont présents en majorité. Bref, c'est le début des ennuis. Les luttes de pouvoir et d'influence ont commencé à Mossoul, titre Le Monde, qui raconte qu'un gouvernorat militaire pourrait être mis en place. Dans tous les cas, c'est commenté également par de nombreux dessins, celui-ci de Nassir Ibrahim, le reste de l'Irak à propos de Mossoul blessé et poignardé par ISIS, par l'État islamique, le groupe État islamique. Tous les gens à Mossoul font partie de l'État islamique qui exprime, ça illustre cette méfiance entre les communautés ethniques, religieuses à l'intérieur du pays. C'est aussi ce que reprend Books, Mossoul, enjeu de lutte d'influence depuis plus d'un siècle, et qui raconte que déjà au moment où il y a eu le partage de la région, eh bien, ça avait été très compliqué de déterminer si les habitants étaient plutôt arabes ou plutôt turcs, chacun évidemment tirant la couverture dans sa direction. L'impossible retour des chrétiens d'Irak, c'est une autre des dynamiques évidemment qui va se poser dans cette ville. Merci beaucoup, Laure. Voilà, c'est la fin d'un œil sur les médias, la fin de ce débat. Merci à nouveau à nos débatteurs. Restez avec nous. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24.